Monsieur le professeur Papa Ogosek, secrétaire exécutif de l'Association des juristes africains, chers collègues et amis, Monsieur le Président Pedro Diouf, permettez-moi de vous appeler Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, en vos titres, rangs, grades et qualités, tout protocole observé. Alors c'est un immense plaisir pour moi de parler aujourd'hui de l'évolution de la démocratie au Sénégal, parce que la démocratie, comme vous savez, c'est un mode de gouvernement qui postule dans l'absolu l'identification des gouvernants aux gouvernés. C'est un idéal vers lequel asymptotiquement on tend. Abraham Lincoln, dans son discours de Gettysburg du 19 novembre 1863, avait parlé du gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, par le peuple et pour le peuple, et qui faisait donc du peuple cette source organique, fonctionnelle et téléologique du pouvoir politique. Mais ces critères peut-être exaltés ont été ramenés à des conditions beaucoup plus modestes à travers les critères de la polyarchie avancés par Robert Dahl, qui sont au nombre de 7. Pour lui, la démocratie repose sur la liberté de former et de s'affilier à des organisations, sur la liberté d'expression, sur le droit de vote, sur le droit des leaders politiques de compétir pour rechercher des soutiens, sur l'existence de sources alternatives d'information, sur l'éligibilité des fonctions publiques, sur des élections libres et honnêtes. Et Robert Dahl va ajouter 5 conditions qui sont les conditions stabilisatrices de la polyarchie, à savoir que les leaders ne doivent pas utiliser les appareils répressifs de l'État, notamment la police et l'armée, pour conquérir et conserver le pouvoir. Une société moderne, dynamique, organisée et pluraliste doit exister. Les velléités conflictuelles du pluralisme culturel doivent être maintenues à un niveau acceptable parmi les populations du pays, particulièrement les strates les plus politiquement actives. Il doit exister une culture politique et un système de croyance favorable à l'idée de démocratie et aux institutions de la polyarchie. Et enfin, les effets du contrôle et de l'influence extérieure doivent être négligeables ou positivement favorables. Mais malgré la pertinence de ces critères, la préférence est allée à la définition minimaliste et électoraliste de la démocratie qui sera développée par Joseph Schumpeter, qui estime que la méthode démocratique est le système institutionnel qui estime que, et le système institutionnel aboutissant plus exactement à des décisions politiques dans lesquelles des individus acquièrent le pouvoir de statuer sur ces décisions à l'issue d'une lutte concurrentielle sur les votes du peuple. Mais l'existence d'élections libres, démocratiques et plurielles a naturellement des implications nécessaires en matière de droits et libertés, ce qui fait qu'il y a une implication, une imbrication, une relation ombilicale entre démocratie et état de droit, cette dernière étant traduite cette notion fort judicieusement par les concepts anglo-saxons de rule of law, règne du droit, ou de due process, régularité de la procédure, ou encore par le concept espagnol d'estado de derecho. Alors l'état de droit est ainsi une autorité légale et voire supralégale qui est garante de l'ordre démocratique à l'effet de veiller au respect scrupuleux des droits humains. La démocratie et l'état de droit sont donc les deux faces d'une même médaille. Alors c'est fort de cela que le professeur Gérard Connac affirme: la démocratie est la transposition politique de l'état de droit et l'état de droit la traduction juridique de la démocratie. Larry Diamond considère la démocratie comme une pyramide articulée autour d'un triptyque: des élections libres, transparentes et régulières, des droits et libertés, un gouvernement justiciable et comptable. On voit bien que la démocratie repose sur la canalisation institutionnelle et communicationnelle des différences et des différends. Elle substitue la violence à l'échange discursif pour construire dans une synthèse symbiotique, selon l'heureuse expression du président Léopold Sédar Senghor, les compromis dynamiques devant présider à la prise en charge des problèmes sociétaux cruciaux. Alors, la démocratie est-elle importée au Sénégal? Alors, grande question, parce qu'à la vérité, on se rend compte qu'en exhumant nos archives culturelles, on peut
retrouver un enracinement de la démocratie dans la culture sénégalaise et même au-delà, depuis la charte du Mandé de 1236, après la bataille de Kirina qui mettait en évidence des valeurs de liberté, de dignité, d'égalité, de solidarité. Dans le Sine, on peut mettre en avant le mythe de Silmang Maron, celui-là à qui son père, après l'avoir intronisé, lui avait dit en sérère « Baref Guignawech, ne sois pas rassasié qui oublie ». Et son père était venu par la suite lui rendre visite dans une apparence négligée et il fut éconduit par les gardes. Et en partant, il avait dit « Dites au roi Guignawet Asimnang, c'est-à-dire rassasié qui oublie, te salue ». Et c'est ainsi que le roi s'est rendu compte que c'était son père, le père qui avait des pouvoirs mystiques, avait emporté avec lui la mer qui était le fondement de la prospérité du royaume et il leur avait laissé en consolation le sel. Ça veut dire que le pouvoir magique, le pouvoir mystique, le sacré était un moyen de neutralisation, en tout cas un moyen de tempérer le pouvoir politique. Alors dans les royautés traditionnelles sénégalaises également, Cheikh Anta Diop a estimé qu'il s'agissait de monarchie constitutionnelle avec des mécanismes de limitation du pouvoir par le truchement du pouvoir magico-religieux, comme nous l'avons vu tout à l'heure avec le mythe de Silmang Maron, à travers également la coutume et les règles et structures constitutionnelles de désignation et de contrôle du souverain. Le roi était assisté par un conseil du peuple où toutes les catégories de la société étaient représentées, les hommes libres, les captifs, les maîtres de la terre, les marabouts, les tieddos. Alors Léopold Sédar Senghor, quant à lui, va estimer que la démocratie est véritablement dans une perspective ontologique est marquée par une prééminence spirituelle, une connaissance des traditions et une expérience de la vie, un sens des responsabilités, et qu'elle repose finalement sur des qualités que sont le djom, le sens de l'honneur, de l'honnêteté, l'honneur que le président Senghor définit comme étant l'intellectualisation du sentiment du divin, sur la kersa, la maîtrise de soi, sur le mougne, la patience. En 1800 à la fin du XVIIIe siècle, en 1812 très exactement, on a eu aussi la République Lébou du Cap-Vert qui était fondée sur des mécanismes de limitation du pouvoir et de participation du peuple aussi. Mais avant la Révolution française, avant la Révolution de 1789, nous avions eu déjà en 1776 la Révolution Torodo avec Thierno Souleymane Baal qui déjà posait des règles et des principes contre l'arbitraire et l'exploitation. Il avait énoncé ces principes-là en ces termes. Premièrement, choisissez un homme savant, pieux et honnête qui n'accapare pas les richesses de ce bas monde pour son profit personnel ou pour celui de ses enfants. Et ce sont les principes républicains de la méritocratie et de la bonne gouvernance. Détrôner tout imam dont vous voyez la fortune s'accroître et confisquer l'ensemble de ses biens. C'est le principe de sanction des dérives du pouvoir. Combattez-le et expulsez-le. S'il s'entête, c'est le droit de résistance à l'oppression. Et c'est aussi, quatrième principe, veiller à ce que l'imama ne soit pas transformé en une royauté héréditaire où seuls les fils succèdent à leur père. C'est le principe de l'institutionnalisation du pouvoir. L'imam peut être choisi dans n'importe quelle tribu. C'est l'égal accès de tous aux fonctions publiques. Choisissez toujours un homme savant et travailleur. C'est la méritocratie qui revient. Il ne faut jamais limiter le choix à une seule et même tribu, c'est le principe de l'alternance. Fondez-vous toujours sur le critère de l'aptitude, c'est encore la méritocratie qui revient. Et il faut dire également que dans ces monarchies précoloniales sénégalaises, il y avait une place de choix que les femmes occupaient. La succession du pouvoir se faisait généralement à travers les lignages matrilinéaires. La sœur et la mère du roi portaient le titre de Linguère, qui signifie reine ou princesse. Elles étaient des conseillères très écoutées et impliquées dans la gestion des affaires publiques, dans les jeux, les luttes et intrigues de pouvoir. Les reines Djombot Mbodj et Ndatayal Mbodj ont réussi à diriger tour à tour le royaume du Waalo, respectivement de 1840 à 1846 et de 1846 à 1855, date de l'annexion du royaume par la France. Aline Sitoé Diatta, la prêtresse de Cabrousse, a mené courageusement des campagnes de désobéissance civile contre le colonisateur entre 1941 et 1942, avant d'être déportée au Mali en janvier 1943. Mais cette
cet ancrage, cet enracinement profond de la démocratie sénégalaise dans l'histoire, dans la culture sénégalaise, ne s'arrête pas seulement à l'époque précoloniale, mais à l'époque coloniale déjà. Nous avions des institutions politiques qui sont créées, notamment en 1776, on avait un maire nommé à Saint-Louis. En 1789, la colonie du Sénégal avait envoyé depuis Saint-Louis ses cahiers de doléances aux États généraux réunis à Versailles. Le 7 septembre 1840, le Conseil général de la colonie est créé, une sorte de parlement local avec des compétences restreintes en matière budgétaire, établissement de l'assiette de l'impôt, du montant des taxes et des perceptions. À partir de 1848, le Sénégal va élire un député au Parlement français. De 1848 à 1914, c'était donc des mulâtres et des métis qui étaient élus. Et l'élection de Blaise Diagne, le 10 mai 1914, va constituer un tournant décisif marqué par la prise de conscience et la maturité de l'électorat noir. Et le Sénégal va également faire l'expérience des communes de plein exercice dont le fonctionnement est fondé et basé comme en métropole sur le choix électoral et la libre gestion des affaires locales. Il s'agit de Saint-Louis et Gorée, institués le 10 août 1872, de Rufisque le 12 juin 1880, de Dakar le 17 juin 1887. Donc vous voyez bien qu'il y a un enracinement profond de la démocratie dans la culture et dans l'histoire du Sénégal, donc ce n'est pas un produit importé. Et on voit bien que les élites sénégalaises vont construire ce qu'on appelle une tradition démocratique sénégalaise, c'est-à-dire l'invocation de ce passé glorieux qui sera convoqué à chaque fois dans les contradictions politiques pour construire, disons, un consensus qui va permettre de s'élever et de surmonter les différentes crises politiques auxquelles le peuple sénégalais est confronté, alors que la plupart des pays africains vont connaître le dynamisme démocratique à partir donc au sortir de la Seconde Guerre mondiale, 1946 l'extension de la citoyenneté avec la loi Lamine Gueye, 1946 plus exactement extension de la citoyenneté avec la loi Lamine Gueye et 1956 la loi cadre de Gaston Defferre. Donc le Sénégal a un siècle d'avance sur les autres pays africains dans la construction, dans l'approfondissement, dans la compétition démocratique. Donc ça, c'est un atout majeur qui fait que le premier principe qu'il faut poser, c'est que la démocratie n'est pas un produit importé, que les acteurs politiques, en se réappropriant cette tradition démocratique, vont s'inscrire dans une logique constante et permanente de négociation et de dialogue pour surmonter dans des moments critiques, dans des moments de crise, leurs contradictions et entraîner l'évolution de la démocratie. Donc l'évolution de la démocratie va être articulée ici à travers une double détente, les dynamiques évolutives d'une part et les contraintes limitatives de la démocratie au Sénégal. Alors les dynamiques évolutives de la démocratie au Sénégal s'articulent autour d'une idée essentielle, d'une idée fondatrice, d'une matrice principale, c'est une évolution qui est nourrie par les crises cycliques de l'hyperprésidentialisation. Une évolution démocratique nourrie par les crises cycliques de l'hyperprésidentialisation. Alors pourquoi hyperprésidentialisation? Grande question. Parce qu'au début des indépendances, en 1960, il y a eu l'instauration de la République parlementaire, le régime parlementaire étant fondé d'une part sur la dualité du pouvoir exécutif, un Premier ministre, un président du Conseil, l'existence de moyens d'action réciproque pour assurer l'équilibre du pouvoir et la collaboration du pouvoir entre les pouvoirs également. Moyens d'action réciproque que sont le droit de dissolution et la motion de censure. Donc on voit bien que très tôt, plutôt que de chercher à équilibrer le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, le constituant de 1960 a cherché à équilibrer les deux factions et les deux fractions du pouvoir exécutif, et du coup on est arrivé en 1962 à la crise du 17 décembre 1962 qui a mis fin à la République parlementaire, à la diarchie qu'il y avait au sommet de l'État, et le président Léopold Sédar Senghor, à partir de là, avec la constitution
Constitution du 7 mars 1963 va articuler les structures constitutionnelles et institutionnelles autour de son pouvoir, autour de sa personne, pour instaurer un pouvoir personnel. On a même parlé d'autoritarisme modéré. Cet autoritarisme modéré va se déployer sur le plan juridique à travers la Constitution de 63 et à travers la neutralisation de tous les contre-pouvoirs susceptibles d'émerger et de concurrencer son hégémonie d'une part, et d'autre part par une répression très très dure contre l'opposition. Et cette répression aboutit en 1966 au parti unique de fait, et le parti unique de fait va être une sorte de clôture de la construction hégémonique du pouvoir de Léopold Sédar Senghor. La participation responsable est venue ensuite pour véritablement neutraliser, domestiquer les syndicats, et à partir de 1968, le président Senghor va tirer les leçons de cette construction hégémonique, des faiblesses de son pouvoir personnel, parce qu'il estimait que le développement des activités politiques clandestines pouvait entraîner une subversion de son régime. Donc il fallait ouvrir le jeu, et cette ouverture du jeu va se faire à partir de 1970 avec la création du poste de Premier ministre qui sera confié à Abdou Diouf. Et on voit bien, c'est intéressant de voir que, si je parlais de crise cyclique de l'hyperprésidentialisation, que ces crises cycliques durent à peu près 8 ans. 1962 jusqu'en 70, on a environ 8 ans. Et à partir de là, on a une sorte de remise en cause des pratiques autoritaires, et cette remise en cause des pratiques autoritaire va ouvrir une ère de libéralisation politique. Et cette libéralisation politique va aller dans deux sens: la décongestion du système politico-administratif avec la création du poste de Premier ministre, mais également à travers un multipartisme limité d'abord à 3 puis à 4 courants. En 1974 déjà, lors du sommet de l'OIA à Mogadiscio, le président Wade va voir le président Senghor pour lui dire qu'il y a une contradiction entre le fait et le droit. La Constitution prévoit le multipartisme et on est dans une situation de monopartisme de fait, et le président Senghor lui donne l'autorisation de créer un parti, non pas d'opposition mais de contribution. 1976, on a la constitutionnalisation d'un tripartisme à contenu idéologique, c'est la loi des courants. Les partis sont identifiés à des courants préétablis par la loi. Le président Léopold Sédar Senghor prend le courant socialiste démocratique. Le président Wade est donc obligé de choisir le courant libéral démocratique, même si au début il était adepte du socialisme travailliste, et Majmoud Diop du PAI, parti créé en 1957 qui avait été dissous en 1960 après les élections violentes, surtout à Saint-Louis, l'élection locale de cette année, et donc va animer le courant marxiste-léniniste après être revenu d'exil. Et le président Senghor va poursuivre cette dynamique de libéralisation jusqu'à son départ du pouvoir par le truchement de l'article 35 de la Constitution qui passait donc le pouvoir au président Abdou Diouf. Le président Diouf également va être dans cette logique de construction hégémonique. Lorsqu'il arrive, il faut qu'il stabilise son pouvoir, il faut qu'il le contrôle, il faut qu'il se pose et s'impose également, et c'est dans cette perspective qu'il va également s'engager dans cette dynamique de construction hégémonique qui va durer à peu près 8 ans également, 81, 88, 89 environ. On voit également cette grave crise que nous avons connue en 88. Le président Diouf instaure un code électoral avec le Parti socialiste, un code jugé par l'opposition taillé sur mesure pour lui permettre de conserver le pouvoir avec son parti, et ce code va être une source de tension et de crispation. Et ces tensions et ces crispations vont culminer avec la crise de 88 dans un contexte difficile d'ajustement structurel, et le président Diouf va avoir le génie politique de poursuivre, de gérer le pays dans une relative stabilité avec véritablement l'application des mesures d'austérité imposées par les bailleurs de fonds. Et c'est en ce moment-là que, donc, 88, on va avoir une grave crise entre le pouvoir et l'opposition. Et au sortir de cette crise, nous aurons une autre crise encore plus grave, la crise de 1989, entre le Sénégal
et la Mauritanie. Et le président Diouf, avec sagesse, avec lucidité, va éviter qu'on tombe dans la confrontation violente, dans le conflit armé avec la Mauritanie, et donc va désamorcer cette crise grave 1989. Et 1989, il est intéressant également de remarquer que c'est l'époque où on a en Afrique les transitions démocratiques, et ces transitions démocratiques vont finalement dans un contexte marqué par les mutations géopolitiques à l'échelle internationale, de démocratisation des régimes politiques par les conférences nationales qui seront d'abord initiées au Bénin et ensuite qui vont faire tache d'huile un peu partout en Afrique. Et le président Diouf, par anticipation, va initier un mode de cogestion du pouvoir, c'est-à-dire le gouvernement de majorité présidentielle élargie. Et ce gouvernement de majorité présidentielle élargie, instauré en 1991, va lui permettre de constituer le creuset en dedans duquel, par le consensus, il va arriver au code consensuel. Et le code consensuel va être un moment fondateur, un tournant décisif dans la construction démocratique du Sénégal. Et c'est ce code consensuel qui donc va permettre à l'opposition et au pouvoir de se rapprocher. Et c'est ce code qui va donc assurer un peu avec les évolutions plus tard l'alternance, même si le code n'était pas parfait. Le président n'a pas voulu y changer une virgule, et la faiblesse majeure de ce code, c'était justement qu'on avait érigé les partis politiques en juges et partis, alors que nul n'est juge en sa propre cause. Et c'est ça qui va entraîner le blocage de la commission électorale nationale, la commission nationale de recensement des votes. Et cette commission donc va être bloquée. Et finalement, le Conseil constitutionnel va trancher le contentieux. Et le président Diouf va en tirer toutes les conclusions. Et c'est ainsi qu'on va dépasser ce moment avec un épisode malheureux, c'est celui de l'assassinat du vice-président du Conseil constitutionnel, Maître Babacar Seye. Et 1994, on a eu les événements du 16 février. 1996 aussi, c'est un moment essentiel avec les élections les élections locales de 96, où on a eu des dysfonctionnements graves, notamment à Dakar, où même le vote a été repris. Et c'est en ce moment que le président Diouf va trancher une question majeure, parce qu'entre-temps, il n'était plus chef de parti politique, il s'était élevé au-dessus des contingences politiques pour assurer exclusivement le rôle de chef d'État. Et il avait confié le parti au secrétaire général Ousmane Tanor Dieng, paix à son âme. Et de là, le président Diouf était dans une situation où il pouvait arbitrer. Et en ce moment-là, l'opposition réclamait l'instauration d'une commission électorale nationale indépendante, et le Parti socialiste estimait qu'une CENI était inutile et dangereuse. Et le président Diouf va trancher ce contentieux en créant l'ONEL. L'ONEL, Observatoire national des élections. Ça aussi, c'est un moment fort de l'évolution politique, de l'évolution démocratique du Sénégal, initiée par le président Diouf. Et l'ONEL va permettre non seulement d'assurer la transparence des élections, mais également l'ONEL va crédibiliser davantage les élections. L'ONEL va également permettre donc de surmonter les difficultés d'administration de la preuve au niveau du Conseil constitutionnel, puisque les rapports de l'ONEL pouvaient être utilisés comme des éléments de preuve lorsque les incidents avaient été consignés par les 10 rapports et qu'ils avaient été soulignés lors des niveaux inférieurs de contrôle. Donc on voit bien que la création de l'ONEL va être un moment fort, et ça encore nous le devons au président Abdou Diouf. Mais 1991 également, le président Diouf avait créé le Haut Conseil de la radio-télévision. Et ça aussi, c'était un moyen de permettre à l'opposition de s'exprimer dans les médias publics. Et nous voyons que c'est le Haut Conseil de la radio-télévision qui va devenir en 1998 le Haut Conseil de l'audiovisuel, et en 2005 le Conseil national de régulation de l'audiovisuel, CNRA. Et l'ONEL, créé en 1997 par le président
Diouf va devenir en 2005 la Commission électorale nationale autonome. Donc on voit bien que pratiquement toutes les institutions, toutes les normes essentiellement posées pour bonifier la démocratie sénégalaise ont été l'œuvre du président Abdou Diouf. Et ça, il faut le souligner, c'est extrêmement important. Et le président Diouf ne s'en est pas arrêté là. Je vous parlais des élections de 96, ces élections troublées, parce qu'on estimait qu'il y avait une complicité démocratiquement malfaisante, si je puis dire, entre l'administration et le Parti socialiste. Et le président Diouf a choisi de mettre à la tête du ministère de l'Intérieur un général. Et ça aussi, ça a été un moment fort pour assurer la transparence des élections. Et c'est ainsi que le président Diouf, finalement, on aurait pu dire qu'il a même travaillé à perdre le pouvoir. Donc ça veut dire que quelque part, c'est une adhésion au principe démocratique. Adhésion à tel point qu'il a accepté de mettre en place un système qui, à la longue, lui permettait de perdre le pouvoir dans un contexte marqué par l'ajustement et les rigueurs budgétaires et les rigueurs imposées par les institutions financières internationales. Et c'est ainsi qu'en 2000, nous avons eu la première alternance. Le président Wade qui arrive et estime que nous sommes maintenant dans l'ère de la République des citoyens et que l'ère de l'exercice solitaire du pouvoir est terminée. Malheureusement, le président Wade va s'illustrer également dans des dérives autoritaires, répressives, oppressives de toutes sortes. Et cela va culminer avec 2007 où le président en 2007 va gagner les élections après beaucoup de manipulations, de modifications unilatérales des règles du jeu. Je vous parlais de 1992 comme étant un moment fondateur. C'est en ce moment qu'on a eu la doctrine du consensualisme, et cette doctrine du consensualisme va être remise en cause par le président Wade. Et finalement, l'opposition, n'ayant plus confiance au système, va boycotter les élections législatives de juin 2007 et va organiser les assises nationales. Et l'organisation des assises nationales est un moyen de revenir sur sur toute la gouvernance du Sénégal dans tous les secteurs, va proposer des recommandations essentielles, mais ces recommandations malheureusement ne seront pas suivies. Le président Sall a estimé qu'il a signé avec réserve, qu'il avait signé avec réserve, alors que la charte des assises, on signe ou on ne signe pas, il n'y a pas de signature avec réserve. Et il a mis en place la Commission nationale de réforme des institutions, où on a englouti encore 700 millions pour refaire à peu près le même travail. Et cela va entraîner naturellement des difficultés. Donc on voit bien que la démocratie sénégalaise tourne en rond. On a une démocratie formelle, une démocratie procédurale qui nous permet d'avoir des alternances démocratiques, mais ces alternances démocratiques sont sans cesse, ce système est sans cesse dévoyé par les logiques de construction hégémonique. Et les grands projets de réforme, en réalité, ne sont que des opportunités de conquête ou de conservation du pouvoir. Dans le cadre des assises nationales, l'opposition, c'était une manière d'avoir une visibilité parce que l'opposition avait déserté l'espace institutionnel d'expression démocratique. Et quand un des leurs arrive au pouvoir, c'est le président Sall, puisqu'il s'était entre-temps reconverti dans l'opposition. Et mieux encore, lorsque les têtes de pont des assises nationales, à savoir le Parti socialiste et l'AFP, se sont retrouvés aux côtés du président Sall, ils ont jeté aux oubliettes les conclusions des assises nationales. Lorsque le président Sall lui-même a mis en place la Commission nationale de réforme des institutions, il a finalement pris ce qui l'arrangeait et a rejeté tout le reste. Ça veut dire qu'on est ici dans une logique où l'hyperprésidentialisation est certes contredite par les mobilisations démocratiques des citoyens pour remettre en cause ces dérives autoritaires et qu'on a du mal à réformer en profondeur parce que les réformes en profondeur sont instrumentalisées par les acteurs à des fins de conquête ou de conservation du pouvoir. Et c'est ainsi que le président Sall également va imposer également le parrainage
en 2018, après les élections de 2017, puisque Benno Bokk Yakaar se retrouvait après les élections législatives avec 125 députés sur 165 et seulement avec 49,48% des voix. Donc en étant minoritaire en voix, il y avait une amplification exponentielle de ce résultat lié au mode de scrutin. Et sachant qu'il risquait de perdre la présidentielle dans cette logique, il a instauré le filtre du parrainage pour conserver le pouvoir et l'a imposé. Et voilà un peu les difficultés que nous rencontrons par rapport à la démocratie sénégalaise. Et cette hyper-présidentialisation ne va pas concerner simplement les règles de conquête et de conservation du pouvoir, mais l'hyper-présidentialisation va concerner également les règles de la gouvernance. Les règles de la gouvernance en ce sens que tous les rapports des corps de contrôle convergent sur la table du président de la République. Donc c'est le président de la République qui décide de façon discrétionnaire de l'opportunité de transmettre à la justice ou non les rapports en question, et cela naturellement pose des problèmes. C'est comme s'il y avait une sorte de rationalisation du clientélisme à partir du site présidentiel, et cela c'est extrêmement grave et dangereux. Le président de la République également, à travers donc le procureur de la République, dans ses pouvoirs exorbitants et dangereux pour les droits et libertés, pourra actionner à travers le ministre de la Justice donc les procédures judiciaires. Et ça aussi, ce sont des réformes qu'il faut initier. En France, par exemple, il n'y a plus les ordres de poursuite individuels. Le parquet se limite à la politique pénale. On ne peut pas dire il faut arrêter monsieur tel ou madame tel, parce que en ce moment, lorsque l'ordre est donné, le parquet est obligé de le faire. Et donc tout cela, c'est des réformes qu'il faut avoir. Les réformes en matière de détournement de deniers publics, par exemple, où on estime que le mandat de dépôt est obligatoire. C'est comme si on dessaisissait le juge d'instruction qui en principe instruit à charge et à décharge, alors que le procureur de la République est partie au procès. Donc on laisse une partie au procès imposer sa volonté à l'autre partie, et au juge d'instruction qui est censé être à équidistance des parties, il est lié, ligoté par le procureur de la République qui, lui, peut être instrumentalisé par le pouvoir exécutif. C'est également le problème avec l'article 80, c'est le même problème avec les offenses au chef de l'État. L'article 80 qui est un fourre-tout, ça veut dire qu'on peut mettre n'importe qui en prison sur cette base, et il faut remarquer que 1965, c'est la date donc de l'adoption de notre code pénal. 1965, on est au cœur, c'est-à-dire au paroxysme de l'autoritarisme du président Léopold Sédar Senghor. Donc tout cela, ce sont des institutions, des normes qui ne sont plus en phase avec le développement démocratique du Sénégal, avec le niveau démocratique du Sénégal. Nous avons également la diffusion de fausses nouvelles qui est brandie contre les journalistes. Nous avons également d'autres dérives que le président de la République peut initier à partir de sa position. Donc le vrai problème aujourd'hui pour notre démocratie, c'est comment rationaliser les pouvoirs du président de la République. Il ne faut pas oublier que ce régime qui a été instauré depuis 1963 nous a permis d'avoir une stabilité politique et institutionnelle de 62 ans, ce qui est énorme. Donc il ne faudrait pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc il faut tirer les enseignements de cette de la succession de ces régimes politiques et de ce système qui nous a permis d'avoir cette stabilité, et de rationaliser les pouvoirs du président pour que ces pouvoirs ne soient plus un danger pour les droits et libertés, pour qu'il y ait plus de promotion, de protection de ces dits droits, pour que le président de la République également n'ait plus, comme qui dirait, un droit de vie et de mort sur les citoyens, que tout ne puisse plus converger autour du président de la République, que la justice soit débridée, qu'elle puisse également jouer avec efficacité, de façon juste, de façon équitable son rôle, parce que la justice est le seul service public qui porte en même temps le nom d'une vertu, et je crois que c'est une dimension essentielle de la construction démocratique. Donc aujourd'hui, nous avons initié encore un dialogue national, nous avons initié des assises de la justice. J'ai eu l'honneur d'être
le président de la sous-commission des acteurs de la justice pour voir si le président devait ou non quitter le Conseil supérieur de la magistrature. Beaucoup de propositions ont été faites sur la rationalisation des pouvoirs du procureur de la République, sur l'image de la justice, sur l'amélioration du service public de la justice, une justice de proximité, une justice efficace, une justice au coût réduit, accessible. Eh bien, tout cela, c'est des recommandations qui ont été faites lors des assises de la justice. Le pouvoir en place également déploie des concertations. Une des concertations qui est en train de se faire, c'est sur la réforme du service public. On a eu d'autres concertations sur le commerce et l'industrie, sur l'eau, sur d'autres secteurs également. Je crois que ces initiatives sont à encourager, mais ce qui nous manque au Sénégal, c'est l'application des recommandations pertinentes et judicieuses. Eh bien, ça, c'est véritablement une dimension sur laquelle il va falloir travailler, parce que c'est comme si on avait tout dit et il suffisait d'appliquer, mais souvent c'est la volonté politique qui manque, ou c'est les ruses de conquête ou de conservation du pouvoir qui empêchent d'appliquer les solutions qui sont proposées. Donc globalement, voilà un peu l'économie de l'évolution de la démocratie au Sénégal, pour dire que dans cette évolution, le président Diouf a joué un rôle essentiel, un rôle fondamental. Je rappelle que c'est le président Diouf qui a instauré le multipartisme intégral en 1981. C'est le président Diouf qui a élaboré, qui a été à l'origine de l'élaboration du Code consensuel de 1992. C'est le président Diouf qui, en 1991, a initié un gouvernement de majorité présidentielle élargie. Il a su anticiper des crises graves, comme la crise entre le Sénégal et la Mauritanie et la crise liée à la période d'ajustement, de telle sorte que certains auteurs en sciences politiques se disaient: mais comment se fait-il que le Sénégal soit confronté à autant de problèmes et que les choses ne basculent pas? Et des politistes américains ont dit que cela était lié à la qualité du leadership, skillful leadership. Donc ça, c'est aussi, on le doit au président Diouf, qui a anticipé ce qui aurait pu être une subversion avec cette vague déferlante des conférences nationales, en organisant, en mettant en œuvre donc l'instauration du gouvernement de majorité présidentielle élargie. Le président Diouf également est à l'origine de la création du Haut Conseil de la radio-télévision. Le président Diouf a été également à l'origine de la création de l'ONEL en 1997. Et on voit que ce sont ces institutions qu'il avait mises en place qui continuent encore pour réguler le système démocratique sénégalais à travers la CNRA ou à travers la Sénat, après le HCA, le Haut Conseil de l'audiovisuel. Et le président Diouf également va choisir un général pour diriger le ministère de l'Intérieur afin de garantir la neutralité, la crédibilité du processus électoral. Le président Diouf va également accepter finalement les règles du jeu au point de perdre le pouvoir en 2000 et d'appeler son adversaire pour le féliciter. Donc voilà cet homme multidimensionnel, ce grand homme d'État qui a joué un rôle majeur, un rôle décisif dans la construction de la démocratie sénégalaise. Il a apporté sa partition. Il appartient maintenant de continuer cela avec la volonté politique qu'il faut, mais avec la sincérité qu'il faut pour mettre en avant les intérêts transcendants du Sénégal au lieu de s'arc-bouter à des intérêts personnels de conquête ou de conservation du pouvoir. C'est donc avec un immense plaisir que je me remémore ce grand moment de communication, de communion du président Abdou Diouf avec toute la communauté universitaire de Bordeaux, cette belle ville, ma ville d'adoption où j'ai vécu pendant 13 ans, venu y recevoir le président, un diplôme de doctorat honoris causa de l'université Michel de Montaigne le 12 décembre 2007. En des termes forts et justes, le président Abdou Diouf affirme: nous sommes à un moment de notre histoire où la réaffirmation des valeurs humanistes est devenue une ardente nécessité. Nous avons besoin d'une nouvelle conscience historique, d'une nouvelle philosophie politique, d'une nouvelle éthique, adaptée à un monde qui n'a pas su instaurer, au lendemain de la fin de la guerre froide, le nouvel ordre mondial espéré, adaptée à un monde qui n'a pas su maîtriser et réguler
les effets les plus néfastes de la mondialisation, adapté à un monde qui n'a pas su promouvoir une gestion véritablement multilatérale, démocratique et solidaire des grands problèmes qui engagent, du fait de notre interdépendance, le devenir de l'humanité tout entière, adapté à un monde qui n'a pas su engager un dialogue apaisé entre les cultures. Et le président Diouf de poursuivre: il est grand temps, disait Apollinaire, de rallumer les étoiles. Il est grand temps, en ce qui nous concerne, de redonner tout son sens à la solidarité au nom de l'équité et de la fraternité. Il est grand temps de redonner tout son sens à la démocratie et aux droits de l'homme au nom de la liberté. Il est grand temps de redonner tout son sens à la diversité au nom de la paix. Ces mots ô combien exaltants, qui sonnent et résonnent en leitmotiv comme des impératifs catégoriques au sens kantien, nous arriment à la résolution constante, déterminante et efficace de transformer la démocratie formelle en démocratie substantielle afin d'assurer le plein épanouissement matériel et moral de l'homme, de tout l'homme et de tous les hommes, comme vivification permanente du corps, de l'esprit et de l'âme pour une montée asymptotique en humanité. Je vous remercie.